L'aventure. Je l'ai lu un peu, j'en ai vu pas mal, et surtout, j'en ai rêvé beaucoup. Il est temps à présent de la vivre vraiment. Départ de Méruès par le GR66. Je longe les nouvelles habitations. Puis, le bitume devient terre. Je quitte la civilisation. Les poteaux électriques capitulent. Pourquoi montraient-ils? Se fatiguer pour acheminer le courant aux corbeaux ou aux quelques marcheurs à la recherche de nature? Eh bien la nature n'a pas besoin d'électricité. Sur ma droite, un peu plus bas, j'entends des cloches. Je pense à un troupeau de moutons. Sur ma gauche, j'entends les jappements incessants de quelques petits roquets. Pourquoi aboient-ils? Parce que je passe trop près de leur enclos, ou pour me dire qu'ils souhaitent eux aussi aller promener, élargir leurs quelques mètres carrés. Ça monte un peu plus raide, sur un petit sentier entre les pins. Les grands arbres, minces et élancés, bougent sous le vent. Je rejoins et suis la piste forestière qui monte en lacet. Sorti du bois, retour au soleil, et j'aperçois la première ruine de mon périple. En marchant dessus, on ne prête pas forcément attention à la roche qui défile sous nos pas. Mais à la vue de ces anciennes constructions, l'on peut deviner bien des choses. Une architecture clairement cévenole. La marche alterne entre l'ombre des bois et le soleil des clairières. Les chardons en bord de chemin me rappellent les mauvaises blagues d'enfance en Haute-Loire. Nous en coupions quelques-uns pour les mettre au fond du lit de nos cousins, si bien qu'au soir venu, en se glissant dans leur lit douillet, ils sursautaient par les pieds piqués. La vue dégagée me laisse voir sur la gauche le Causse Méjean, une bonne excuse pour ma première pause. Pose du sac à dos et petit déjeuner. Comme le hasard fait souvent bien les choses, je m'assois au milieu d'un champ de Stipa pennata, les cheveux d'ange, graminée emblématique d'Écosse qui se courbe gracieusement sous le vent en juin-juillet. Le bas de mon sac à dos servira de fond noir. Le ventre rempli de pain d'épices et l'esprit plein de belles images, je reprends la route. Le chemin passe à nouveau entre des résineux pointant vers le ciel, droit comme un i. Puis en retrouve d'autres, toujours aussi raides, mais cette fois, raides morts. Ces murs sont à la fois esthétiques et tristes. D'ailleurs, mes pieds se retrouvent dans la boue, comme si la terre avait pleuré. Je relève les yeux, et une branche pleine de vie me rend le sourire. La résistance s'organise. Je laisse tout ceci derrière moi, et retrouve un sol sec, qui devient même caillouteux. Au point le plus haut, près de mon sentier, se trouve le pylône du Puech-Ponchu, à 1129 mètres d'altitude. Tout ce qu'il faut pour laisser mon corps faire le travail sans moi. Pas besoin de se concentrer sur la marche. Un ciel bleu, un sentier large et plat, font que mon regard n'a plus besoin de regarder le sol. Mes yeux peuvent vaquer à la plus belle des occupations, la contemplation. Profiter de la vue dégagée pour regarder en plan large, ou faire des gros plans sur les chardons, les cynorrhodons, enfin, les gratte-culs comme on dit chez nous. Un peu plus loin, je regarde quelques moutons me regarder, ou peut-être est-ce l'inverse. Là, au pied d'un arbre, une caravane perdue bien loin du camping, un abri pour bergers et forestiers. Ici, les arbres sont en cage, mais pour leur bien. Ainsi, ils pousseront en toute tranquillité, sans risque d'être abîmés. Eux resteront là, plantés pour longtemps. Moi, je ne fais que passer. Un petit coin de paradis. L'abri idéal pour le marcheur lorsqu'il arrive à la tombée de la nuit. Manque de peau pour moi, il n'est même pas encore midi. Donc, je ne mangerai ni ne dormirai là. Je me pose tout de même un instant pour profiter de la vue et pense à la cabane du trappeur dont je rêve depuis bien longtemps. La même construction, mais posée au bord du lac Baïkal en Russie ou quelque part avec un kayak au bord d'une rivière en Alaska. Je reprends la route avec une grande soif d'aventure. Je rentre dans le parc national des Cévennes.
Ici, chien en laisse, pas de cueillette, pas de feu et pas de camping. Je traverse la belle et très sombre de la forêt du Crouzet. Je longe le large col de Peyremoula, un tracteur à droite, déjeuner à gauche. Et chose qu'il ne faut pas oublier de faire lorsque l'on randonne, regarder derrière. Car la marche n'est pas une fuite en avant. Il faut savoir se retourner et admirer aussi ce que l'on vient de passer. Le point de vue n'est plus le même, et certaines choses peuvent se révéler plus belles encore. Et si ceci est vrai pour les paysages, ça l'est d'autant plus pour les souvenirs. Regardez en arrière sur votre vie passée, et les bons moments vous reviendront plus joyeux et plus colorés que vous les avez vécus. Tout dans la vie n'est qu'une question de point de vue. Et cette vie au final n'est qu'une longue randonnée. Un trek, même s'il ne dure que 4 jours, est un condensé de vie. La vie est un point de départ et un point d'arrivée. Il y a des moments plats que l'on franchit sans effort, que l'on appelle la routine. D'autres, plus compliqués, qu'il faut franchir comme un sommet avec courage et dont l'on sort épuisé. Des instants de doute, voire de frayeur, certains de joie et d'enthousiasme. Du temps passé seul et des rencontres. Oui, la vie n'est qu'une balade dont il faut pleinement profiter. Alors que justement je profite de ces moments de vie, un son lointain m'interpelle, comme un rugissement, et je m'en approche. J'ai parcouru 10 km 5 sans trop d'efforts, sous un temps idéal. Le casse-croûte n'est plus qu'à 2 km 5 à Cabriac, que je devrais atteindre vers 12h30, 1h. Mon ventre commence à grogner, il veut sa pitance, mais ses réclamations sont couvertes par un grondement bien plus sourd. Un monstre hurle au fond des bois. J'avance, et sous mes yeux se déroule un crime. Il tend son long cou, ouvre grand la gueule, et referme ses mâchoires acérées sur l'ancêtre. Le pauvre vieux ne fait pas un pli. Il y gise à présent sur le sol, nu et démembré. Mais que vois-je? Il y a d'autres victimes. Cet animal psychotique est en vérité un serial killer. La beauté des digitales pourpres m'apaise un peu. Le vacarme meurtrier s'éloigne. Un peu plus loin se trouve le complice. Il semble endormi. Je passe, discrètement, et retrouve la quiétude au milieu d'arbres bien en vie. Le chemin sépare 2 forêts, Hêtre sur ma gauche et Pin sur ma droite. Juste en face, j'aperçois Cabriac. Puis, la nature me lance une petite devinette. Où se termine la roche et où commence l'arbre? Je ne suis plus qu'à 500 mètres du village, mais la pause s'impose. Ici, coule, entre roche et mousse, l'eau. Élément essentiel à la vie pour toute chose sur Terre et élément esthétique pour le photographe. La moindre petite coulée d'eau en ses veines peut se révéler aussi belle qu'une grosse chute dans les îles du Pacifique. Le secret, la façon de regarder. La beauté n'est pas dans les choses, mais dans l'œil qui la regarde. Un bon cadrage, une pose longue, et elle apparaît. En photo, comme dans la vie, il faut savoir prendre son temps. Et prendre son temps ne signifie pas perdre son temps. Plutôt que de survoler sa vie, il faut prendre le temps de la vivre pleinement. Et le parallèle peut se reporter à nouveau à la marche. Car en marchant, nous ralentissons la course du temps. Une journée à vouloir faire 36 choses, à courir en tous sens, passe à une allure incroyable, et l'on a l'impression de n'avoir rien fait. Alors qu'une journée à ne rien faire d'autre que marcher et contempler, nous donne l'impression d'une journée bien remplie qui s'est allongée. Car le temps est élastique et s'étire en fonction de ce que l'on en fait. Il est 12h40 lorsque je rentre dans Cabriac. Petit village typiquement cévenol. Gros blocs de granit pour les murs
et l'ose pour le toit. La prochaine demi-heure sera consacrée à la dégustation de mon sandwich. J'en profite car mes prochains repas seront faits de nouilles chinoises ou de plats en sachet. Il est 13h10 lorsque je ressors du hameau. Je longe la D19 sur quelques mètres, puis délaisse la rudesse du bitume pour l'amortissement naturel de la terre. Je dépasse l'agréable gîte d'étape en pensant à la première nuit du bivouac que je passerai ce soir. Mélange d'appréhension et d'excitation. À quelques pas d'intervalle, je côtoie les 4 éléments. La terre et l'eau, l'air et le feu, ou plutôt ce qu'il reste de son passage. Ici, les gens pratiquent le brûlis. Ils mettent le feu au genêt. Mon itinéraire se dessine en petits zigzags. Le terrain devient accidenté. Les joies du parcours variées qui coupent la routine. Sur ces chemins caillouteux ou dans les pierriers, le pied doit être sûr afin d'éviter l'entorse. Les gentianes étirent leurs tiges au maximum afin de piquer leur part de soleil aux herbes restées plus bas. Des ouvrages d'art tels que ce pont ne dénotent jamais au cœur de la nature. Chose logique, puisque ces roches ont toujours vécu ici. Seule leur disposition diffère. Le constructeur les ajuste géométriquement empilés. J'attaque une légère côte et aperçois un peu plus haut une bête à cornes. Je suis assez loin et le doute s'installe. Vache ou taureau? D'ici je ne saurais dire. Aussi, je m'avance avec prudence. Chose pratique, les animaux, si l'on fait abstraction du toutou à sa mémère, ne portent pas de vêtements. Ainsi, une fois l'entrejambe enfin visible, je me rassure. Ce sont bien des mamelles. Ma marche hésitante permet à un randonneur de me rattraper. Nous marchons quelques instants de même pas, puis nous séparons lorsque je m'arrête faire quelques photos. Chacun son rythme. Un arbre est toujours beau. Même la mort n'enlève rien à son esthétique. Juste en face, plein sud, j'aperçois la station météo du Montégoal que j'atteindrai dans 13 km 5. Ça paraît pas si loin à vol d'oiseau. Peu importe, je ne suis pas pressé. Mon ascension est agréable. Quelques framboises pour le goûter. Ma marche se fait à présent en sous-bois. Col de l'Estrade, à 1180 mètres, où je récupère à nouveau une piste forestière. La journée se termine dans 4 km. Je longe la forêt de sapins où, paraît-il, grouillent les ramasseurs de cèpes une fois la poussée venue. Retour à la civilisation et à ses moyens de transport polluants. D'un côté les fleurs, de l'autre le béton. Ça y est, aire de côte. Gîte dans le parc national des Cévennes. Personnellement, j'ai décidé d'être en totale autonomie et donc ne profiterai pas du confort de ce lieu. Le bivouac est interdit dans le cœur du parc, mais juste au-dessus du gîte, à quelques mètres, se trouve une forêt qui est hors de la zone. C'est donc ici que je me pose. Il est 17h. Je fais prendre l'air à mes orteils et fais le calcul de mes dénivelés. Plus 684 mètres et moins 366 sur environ 23 km. Rien de bien violent. Une balade, sans grosse sueur ni fatigue.
Mon repas du soir. Pâtes avec un semblant de lardon. Je plante ma tente sarcophage. Elle n'est pas très spacieuse, mais a l'avantage d'être très légère et vite montée. Et puis au final, étant moi-même doté d'un physique qui n'impose pas vraiment le respect, je m'y faufile sans le moindre problème. Je me mets au lit aussitôt, avant la tombée du jour. Ayant une capacité de mémoire à peine supérieure à celle d'un poisson rouge, je couche le récit de ma journée sur mon carnet. Je pourrais presque me prendre pour un grand écrivain voyageur. Alors que le soleil décline un peu plus et que je pense m'endormir du sommeil du juste, le cri d'enfant résidant au gîte résonne. Et des quads passent à quelques mètres. J'ai l'impression que le soleil ne veut pas se coucher. La nuit tombée, je me réjouis, un peu vite, que tout le monde aille dormir. Des chiens prennent la relève et se mettent à aboyer. Alors que le calme arrive enfin, il n'est malheureusement pas seul. Il s'accompagne du froid. Nuit interminable et gelée. Pas vraiment de réveil, puisque pas vraiment dormi. Les quelques instants où j'ai rêvé, c'était de mon ensemble d'amarres, que bien sûr je n'avais pas pris. Ou bien, j'imaginais la chaude lumière du soleil arriver sur la tente et me réchauffer. Dans mes souvenirs de camping, on avait du mal à faire la grasse matinée, tellement la chaleur était intenable dès les premiers rayons du matin. Cependant, il est vrai que mes souvenirs de camping se trouvent à des altitudes plus basses, voire même au bord de la mer. Première résolution du matin, investir dans un vrai sac de couchage pour conditions extrêmes. Je me frictionne au maximum les pieds et prépare le café. Le café que personnellement je n'arrive pas à boire sans sucre. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai oublié? Le sucre. Ce premier réveil de bivouac a vraiment un goût amer, dans tous les sens du terme. Moi qui adore l'humour noir, cette situation pathétique finit tout de même par me faire sourire. 8 heures, la journée s'annonce belle. Pas un nuage en vue, juste un peu de vent qui accompagne le soleil pour ne pas avoir trop chaud. Je m'installe au pied des panneaux solaires pour, comme eux, tirer parti de cette énergie réconfortante. J'ouvre mon paquet de biscuits et les déguste avec un plaisir non dissimulé sous la douce chaleur de Ra, le dieu soleil. C'est fou comment après un moment désagréable, on apprécie les petits plaisirs de la vie. Cette nuit aura au moins ça de positif. Puis, je m'aperçois que je ne trouve plus mon plan de route. Pourtant, je suis sûr que je l'ai vu ce matin. Il a dû rester dans le sac de couchage ou dans la tente. Il n'est pas dehors, c'est sûr. J'ai vérifié 2 fois mon lieu de bivouac avant de partir. Je mets un point d'honneur à laisser le lieu aussi propre qu'à mon arrivée. Nous verrons bien ce soir en remontant la tente. Au fond, ce n'est pas bien grave, car en bon élève que je suis, hier soir, j'ai repéré tout le chemin sur la carte au 1/25 millième. Donc, à moins que ma mémoire me fasse défaut, je devrais arriver à bon port. La piste équestre ne fait que monter à travers bois. À part quelques points de vue dégagés, ça ne change guère. Et puisque mes yeux n'ont plus rien de nouveau à voir, mon cerveau prend la relève à l'aide de flashbacks. Je repense au randonneur nîmois d'hier. Vous n'êtes pas beaucoup chargé pour 4 jours. J'ai pris le strict minimum afin de m'alléger au maximum. Moi, quand je pars, même en essayant d'en prendre le moins possible, mon sac fait 30 kilos. En effet, il n'est parti que pour la journée et son sac semble presque aussi chargé que le mien. Il a dû me prendre pour un grand aventurier. S'il m'avait vu grelotter cette nuit et qu'il savait tout ce que j'ai oublié, il me prendrait plutôt pour un grand désorganisé. Le gant de toilette, le tapis de sol, la veste. Ma femme avait raison. Encore. Bon, ma femme, même quand elle a tort, je finis toujours par lui donner raison. Mais sur ce genre de choses, c'est vrai. Elle a toujours raison. Il y a 2 choses qui se confirment en général dans tous les couples de toute ethnie. L'homme a le sens de l'orientation et la femme celui de l'organisation. Messieurs, écoutez vos femmes. Le GR quitte l'itinéraire équestre pour couper à travers bois. Le dénivelé augmente fortement entre sapins puis hêtres.
Le gros pourcentage de la côte m'oblige à faire une pause. J'ai mal au talon d'Achille. Un mal pour un bien. Cet arrêt me permet de profiter de la vue. Je tourne à nouveau le dos au paysage et reprends ma grimpette le long de la crête. Plus que 900 mètres à faire par le sentier des botanistes. Parcours en corniche avec une vue imprenable sur la vallée héroltaise. S'entraver ici serait une bien mauvaise idée. L'observatoire se montre enfin. Le menhir de Trépalou. Un dernier effort et j'arrive au sommet. 1565 mètres d'altitude, croisement de GR et vue à 360 degrés. Feignant motorisé. Vue générale sur tous les massifs environnants. Il paraît même que certains ont vu les Alpes. Belle étape, mais trop de gens. Je reprends la draille et mangerai un peu plus bas. Ici, les arbres gardent en mémoire le sens dans lequel souffle le vent. Et il faut bien le dire, ce lieu n'en manque pas. Au passage, je prends ma dose d'ondes magnétiques. L'heure des nouilles crevettes a sonné. Pour les jouets, c'est piles non fournies. Ici apparemment, c'est légumes non fournis. Je dors mes pieds au soleil. Il fait chaud, mais ce n'est pas grave. J'emmagasine pour ma prochaine nuit. Je ne m'endors pas, mais reste là, inerte. Je laisse mon corps affaler et mon cerveau en veille. J'entends au loin le son mécanique de la départementale et de temps en temps le cliquetis que font les bâtons des randonneurs sur les cailloux, à quelques centimètres de mes oreilles. Puis, je reprends mes esprits et remets la machine en marche. Oh, pas trop vite quand même. Aujourd'hui, la distance est courte, j'ai tout le temps et compte bien le prendre. La station de ski de Prapero fait partie de ces lieux qui marchent à l'envers. Désertée en période douce et pleine de vie lorsque le thermomètre tourne autour de zéro. Ambiance assez étrange. Les tire-fesses semblent ne pas être à leur place. Comme si un maître nageur venait surveiller les pistes en décembre. Ça fait un bon moment maintenant que j'y pense et j'ai envie de me laisser tenter. Plus j'y pense et plus je le veux. Pourtant, j'avais décidé de ne faire aucun achat. Je m'arrête à la maison de l'Égoile, mais ils n'en ont pas. Je reprends donc ma route, un peu frustré. Je souris au passage des vététistes qui me doublent dans la descente. Ils jouent les sportifs, mais finalement, ils ne forcent que dans les montées. Le reste du temps, ils se laissent porter. J'arrive à l'Espérou avec toujours la même obsession. Tout de même, c'est une ville, ils en auront bien. Cette fois, c'est décidé. Après tout, il faut savoir se faire plaisir. Le bâtiment se nomme « Des hommes et de la route ». J'entre. Une femme m'accueille. « Bonjour, vous désirez ?» Je désire un café. Dieu qu'il est bon. Il est accompagné de sucre et même d'un petit biscuit. J'ai l'impression que la serveuse a compris ma détresse, mon manque de sucre. Sinon, elle ne m'aurait pas donné 4 morceaux. J'en ai jeté un dans ma tasse et les 3 autres dans mon sac. Mes prochains petits déjeuners auront un goût moins amer. Trop de voitures, trop de motos, trop de gens, trop de bruit. Je décide de ne pas m'attarder et de prendre un peu d'avance sur mon itinéraire de demain. Je repars sur le GR à la recherche d'un endroit calme pour la nuit. J'ai repéré sur la carte un abri à 3,5 km de là.
déception. Voici le fameux abri. Non seulement il est collé à la départementale, mais surtout, il ressemble bien plus à un local à poubelle. Les cadavres de bouteilles en témoignent. Certains doivent même venir y trinquer le samedi soir. Je ne dormirai pas là, c'est sûr. Par contre, je prends ma douche à quelques pas, en contrebas de la route. Et je m'autorise même un cul nu. Mais là, j'ai pas de photo. Alors juste que je remonte propre comme un sous-neuf et reprends mon chemin, une voiture arrive et s'arrête en dérapant devant le fameux abri. 2 jeunes en sortent en hurlant. Sur le coup, je crois qu'ils s'adressent à moi. Je suis déjà loin, mais me retourne et comprends qu'en fait ils se parlent entre eux. La musique qui sort des enceintes de l'auto est si forte qu'ils doivent gueuler pour s'entendre. Je m'éloigne un peu plus, mais continue à les entendre essayer de couvrir la musique plutôt que de baisser le volume. Décidément, j'ai changé de tranche d'âge et ne comprends plus rien à la jeunesse. Je m'éloigne au maximum. Un bon coin perdu loin de la départementale et du bruit fera l'affaire. Je décide de grimper jusqu'au monument Huttinger. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pourrais peut-être y dormir à l'abri. Mes muscles réclament leur pose syndicale et me le font comprendre. Surtout mon mollet gauche et mon talon droit. Enfin, j'arrive au monument. Ou plutôt, devant une grosse stèle. C'est très beau, mais ça ne m'abritera pas beaucoup. Heureusement, juste à côté, il y a une petite clairière orientée plein ouest, ce qui me permettra de profiter du soleil jusqu'au dernier rayonnement. Je fais sécher ma serviette de bain, mais aussi ma tente qui avait pris un peu d'humidité la nuit dernière. Puis, j'attaque mon repas. Ce soir, c'est riz façon paella. En fait, ça a surtout l'odeur d'une mauvaise paella réchauffée les derniers jours de feria. D'ailleurs, je sens à plusieurs reprises et vérifie la date pour être certain qu'elle ne soit pas avariée. En ce qui concerne le goût, passons. Uriner près de l'endroit où l'on dort est un bon moyen, me semble-t-il, pour éloigner les bêtes. En général, elles fuient l'odeur humaine. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire ça devant l'entrée de la tente. Ça devrait marcher à quelques mètres de distance. Et sur quoi je mets la main en ouvrant mon sac de couchage? Mon plan de route. Apparemment, je ne me suis pas trompé de direction. Je bouquine un peu et m'endors, en espérant passer une bonne nuit. Bien au chaud cette fois. Trop fatigué, je ferai mon calcul de dénivelé demain. Alors que je commence à tomber dans les bras de Morphée, il me semble plutôt entendre ses pieds. Quelque chose marche sur les feuilles. Ça marche, ça gratte, et surtout, ça se rapproche. Je sors le nez hors de la tente, donne quelques coups de flash et vocifère contre l'empêcheur de dormir. Dégage! Laisse-moi dormir tranquille! Va bouffer ailleurs! Le sanglier, finalement plus effrayé que moi, part à travers bois en rouspétant quelque peu. En fait, je m'en rends compte. J'ai plus peur de mes congénères que des sangliers. La nuit fut moins froide, mais je n'ai pas très bien dormi. Et toujours ce rêve au petit matin, les rayons du soleil qui viennent réchauffer la tente. Et me réveille, encore une fois, à l'ombre. Il y a aussi le bourdonnement sourd des insectes. Ceci dit, pour mieux commencer la journée, un bon café sucré. Je range, vérifie n'avoir rien oublié et repars. J'entends les pas d'un animal en contrebas. Si c'est le même que cette nuit, il doit penser que je lui en veux. Les lézards ont tout compris au bonheur. Quel plus grand plaisir que de se dorer au soleil. Les batteries rechargées, je repars d'un bon pas. À 5 km de mon bivouac se trouve un abri au croisement des routes forestières. Encore un petit appartement douillet, avec chauffage intégré, où j'aurais sûrement passé une douce nuit. Malheureusement, ils ne sont jamais là aux bonnes heures. D'après la carte, ici devrait se trouver une mare. Je peux voir, sur la terre craquelée par la sécheresse, des traces de sangliers. Décidément, on doit prendre la même route.
le col des Portes, à 1276 mètres d'altitude. Une fois de plus, la nature est magnifique, de loin, mais aussi de près. Même lorsque le regard porte loin, il ne faut pas oublier de regarder ce que l'on a à nos pieds. J'entre à nouveau dans l'une de ces forêts féeriques qu'offrent les Cévennes. Quelque chose de magique règne dans ces bois. J'ai l'impression d'être dans une œuvre de Tolkien. Un elfe pourrait surgir d'un moment à l'autre. Je remplis ma bouteille à la source de vie. Puis, la forêt des géants résineux. À force de rêvasser, ce qui devait arriver, arriva. Le doute s'installe. Ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de balisage. Je regarde mon plan de route et il dit qu'en effet, le chemin n'est plus indiqué pendant un peu de temps et que même avec la carte, on risque d'être en proie au doute. Et me dit, ça sent le gaz. Mais au sens propre, pas au sens figuré. J'ouvre mon sac et en effet, ça sent le gaz. Le bouton est bien fermé, mais suivant comment je bouge le brûleur, le gaz s'échappe. Je cherche la position adéquate et repars en croisant les doigts. J'ai déjà fait pas mal de routes et ne veux pas faire demi-tour. En bon cévenol, je suis un peu entêté. Que ce soit ou non le bon chemin, ma boussole confirme que je suis dans la bonne direction. J'avance donc pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que j'atteigne un embranchement avec écrit « La Condamine ». Ça y est, je pense savoir sur quel chemin je suis. Je repars donc, direction le col de l'Homme Mort, après un détour de 1,5 km. En marchant, je rassure mon ego. Le chemin de route le disait que c'était trompeur. Et puis c'est peut-être la fuite de gaz qui m'a un peu endormi. Ben oui, faut bien se trouver des excuses. Arrivé près du col de l'Homme Mort, je croise des cavaliers avec de beaux chapeaux de cow-boy. Le shérif, toute moustache dehors, arrache quelques branches au passage et les laisse tomber à l'intersection. On fait comme le petit poussé. Petite pause et double ration. Pâte à la provençale pour l'entrée, que je mangerai froide pour économiser le camping-gaz. C'est pas plus mauvais, ça fait salade de pâtes. Puis, comme j'en avais un paquet en rab, les fameuses nouilles chinoises pour le plat de résistance. En allumant le gaz, une grosse flamme jaillit. Mon avant-bras sent le cochon grillé. Un café et ça repart. Un nouvel abri forestier où je ne dormirai pas ce soir. Dommage. Celui-ci a tout ce qu'il faut. Le coin cuisine et une belle cheminée pour une soirée grillade bien au chaud. Ben non, bien trop tôt. Il faut continuer la route. 2 panneaux, très utiles. Un peu de vue dégagée, puis un peu de descente. La ferme de Recenson. Je croise un berger qui est à la recherche de son chien. J'ai bien vu quelques moutons un peu plus haut, mais pas trace de leur gardien. Il fait chaud, mais les oignons ne manqueront pas d'eau. Je m'allongerai bien sous ces jets, moi aussi.
J'entre dans le petit hameau de la Rouvière et profite de la fontaine pour refaire le plein. La végétation a changé et le châtaignier est de retour. Je monte jusqu'au col planté d'une croix, puis direction d'Ourby, où, comme pour annoncer ma venue, le clocher de l'église retentira tout au long de ma descente. Les fortes pluies ont laissé un message en éboulant le chemin. Il y a des saisons plus propices que d'autres pour la randonnée. Mieux vaut éviter les épisodes cévenols. Une vieille habitation de pierre à moins d'1 kilomètre de Dourby me semble l'endroit idéal pour passer une nuit à l'abri. Malgré qu'elle soit totalement vide, des barreaux remplacent portes et fenêtres. Impossible d'entrer. Et des orties, auxquelles je ne manque pas de me piquer, gardent le terrain. Le village en espalier de Dourby, où une maison porte le même nom que la mienne, Loustalé, la petite maison. Petite pause sur la place du village. Un petit coup d'œil sur la carte et je m'aperçois que si je reste là, j'aurai un dénivelé d'environ 440 mètres à me taper de bon matin et qu'il devrait pleuvoir. Puis, je ne veux pas dormir au camping ou dans le gîte, et encore moins sur la place du village. Il n'est que 17h30 et avec un peu de courage, j'atteindrai l'abri juste après le hameau de Riboriès. Bien sûr, c'est un abri en bord de route, mais j'espère avoir une bonne surprise. Bref, je repars. Pour profiter de la vue sur Dourby et me reposer un peu, je décide de m'asseoir sur un gros bloc de granit. Et bien sûr, le seul qui ne tient pas. Parfois, je me dis que je suis le Pierre Richard de la marche. Voici les traces de l'âne que j'ai croisé dans la montée. Il était accompagné d'une femme et de sa fille, partis pour 15 jours de balade, de camping en camping. Certains de ces blocs granitiques, taillés par l'érosion, le vent et les intempéries, finiront par devenir du sable. D'autres, taillés par la main de l'homme, deviendront de solides murs d'habitation. Cet abreuvoir à vaches me fait l'effet d'un jacuzzi à la vue imprenable. Mais l'eau est un peu trop fraîche et je ne suis pas encore arrivé à destination. Victoire! Le sommet est atteint. Méruès n'est plus qu'à 14 km. Je fais une descente à bonne allure et franchis les obstacles, tel un cabri. Puis, la déception. L'abri, que j'aperçois au loin, me semble bien peu accueillant et collé à la route. Les haricots déjeunés craquent sous la chaleur du soleil et jouent tels de petits maracas lorsque je les bouge. Lémon, où je remplis ma bouteille au compte-gouttes. Je passe devant un abri non mentionné sur la carte, mais aussi en bord de route, ne prends pas la peine d'y jeter un œil et passe aussi vite devant le second. Je continue donc, en espérant trouver un peu plus loin, un coin à l'abri, éloigné de la route. Et le miracle arrive. Un chalet fermé,
mais avec terrasse couverte où je serai à l'abri en cas de grosse pluie. De vieux cabanons crasseux et remplis de bric-à-brac sont disposés autour. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mémoire fait le parallèle avec des images de vieux films d'horreur. C'est vrai que le scénario serait parfait. Un jeune randonneur trouve un vieux cabanon isolé pour se mettre à l'abri, et alors que la nuit tombe, le propriétaire, un consanguin adorant jouer avec sa tronçonneuse, débarque. Je décide tout de même de m'installer sur la terrasse. De toute façon, je suis crevé, j'ai marché 29 km et ne souhaite pas en faire plus. Je profite de la vue et des derniers rayons de soleil. Je n'ai pas la force de me faire à manger, je grignote juste quelques barres de céréales, puis m'effondre. Je n'ai qu'à peine fermé les paupières que des petites pattes marchent sur le toit, sautent sur les branches, puis courent près de la tente. J'ai beau crier, faire du bruit, ces petits lutins s'en fichent pas mal et continuent leur petit jeu. C'est un animal entre le mulot et l'écureuil. Des Loirs. En règle générale, quand je vois ce genre de petits peluches, je me dis qu'ils sont mignons, que la nature est vraiment magnifique. Quelle beauté. Mais là, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'ils font? Je vais les... Ces espèces de... Rien à faire. Ils ne s'arrêtent pas et je me vois dans l'obligation de déménager si je veux pouvoir dormir. Je repars dans le noir, lampe frontale sur la tête et tente à moitié pliée dans les mains. Direction l'abri en bord de route. J'y pose ma tente à l'intérieur et m'allonge. Il est tard et pourtant la route est très passante. J'ai l'impression que les véhicules vont rentrer dans l'abri. Puis, c'est le pompon. 2 voitures s'arrêtent à quelques mètres, apparemment des Anglais bien entamés par l'alcool. Je comprends un mot sur 2, n'ayant que quelques bases d'anglais et non pas d'anglais bourrés. Je n'ai qu'une peur, que l'un d'entre eux vienne uriner dans l'abri. Ils finissent tout de même par partir sans avoir soupçonné ma présence. Ayant eu une belle frayeur, je décide de repartir dans les bois. Je remets donc mes chaussures, mon sac sur le dos, ma lampe sur le front et ma tente en vrac dans les bras. Je finis par trouver un endroit isolé, loin de toute personne ou animal bruyant. J'ai mal aux pieds. Je suis à bout de force et ne souhaite qu'une chose, dormir. J'ai eu froid bien sûr, mais j'ai réussi à dormir un peu quand même. Il n'a pas plu de la nuit, et chose que je découvrirai lors d'un trek quelque temps plus tard, ma tente est parfaitement étanche, même par grande pluie. Si j'avais su, je me serais évité bien des déboires et me serais installé direct dans un pré. J'enfile ma tenue de pluie avant que les premières gouttes tombent et prends le départ à 7 heures pour ma dernière journée de marche. Plus que 10 km avant Méruès. Arrêt au bord de l'eau, arrosage du visage pour se réveiller un peu plus, puis on repart. J'entre à Saint-Sauveur, et la pluie se met à tomber pour de bon. Le sol devient boue et l'eau finit par s'infiltrer dans mes habits. Puis le vent, de face bien sûr, ramène la pluie sur mon visage. Normalement, j'arrive dans moins de 2 heures. Méruès est là, derrière le brouillard. Et voilà, j'enlève mes vêtements de trempe et rentre chez moi avec quelques idées fixes en tête. Une douche bien chaude, un vrai repas et 2 jours de sommeil. C'est fou comment après un moment désagréable, on apprécie les petits plaisirs de la vie.
Cette nuit aura au moins ça de positif. Puis, je m'aperçois que je ne trouve plus mon plan de route. Pourtant, je suis sûr que je l'ai vu ce matin. Il a dû rester dans le sac de couchage ou dans la tente. Il n'est pas dehors, c'est sûr. J'ai vérifié 2 fois mon lieu de bivouac avant de partir. Je mets un point d'honneur à laisser le lieu aussi propre qu'à mon arrivée. Nous verrons bien ce soir en remontant la tente. Au fond, ce n'est pas bien grave, car en bon élève que je suis, hier soir, j'ai repéré tout le chemin sur la carte au 1/25 millième. Donc, à moins que ma mémoire me fasse défaut, je devrais arriver à bon port. La piste équestre ne fait que monter à travers bois. À part quelques points de vue dégagés, ça ne change guère. Et puisque mes yeux n'ont plus rien de nouveau à voir, mon cerveau prend la relève à l'aide de flashbacks. Je repense au randonneur nîmois d'hier. Vous n'êtes pas beaucoup chargé pour 4 jours. J'ai pris le strict minimum afin de m'alléger au maximum. Moi, quand je pars, même en essayant d'en prendre le moins possible, mon sac fait 30 kilos. En effet, il n'est parti que pour la journée et son sac semble presque aussi chargé que le mien. Il a dû me prendre pour un grand aventurier. S'il m'avait vu grelotter cette nuit et qu'il savait tout ce que j'ai oublié, il me prendrait plutôt pour un grand désorganisé. Le gant de toilette, le tapis de sol, la veste. Ma femme avait raison. Encore. Bon, ma femme, même quand elle a tort, je finis toujours par lui donner raison. Mais sur ce genre de choses, c'est vrai. Elle a toujours raison. Il y a 2 choses qui se confirment en général dans tous les couples de toute ethnie. L'homme a le sens de l'orientation et la femme celui de l'organisation. Messieurs, écoutez vos femmes. Le GR quitte l'itinéraire équestre pour couper à travers bois. Le dénivelé augmente fortement entre sapins puis hêtres. Le gros pourcentage de la côte m'oblige à faire une pause. J'ai mal au talon d'Achille. Un mal pour un bien. Cet arrêt me permet de profiter de la vue. Je tourne à nouveau le dos au paysage et reprends ma grimpette le long de la crête. Plus que 900 mètres à faire par le sentier des botanistes. Parcours en corniche avec une vue imprenable sur la vallée héroltaise. S'entraver ici serait une bien mauvaise idée. L'observatoire se montre enfin. Le milliard de Trépalou. Un dernier effort et j'arrive au sommet. 1565 mètres d'altitude, croisement de GR et vue à 360 degrés. Feignant motorisé. Vue générale sur tous les massifs environnants. Il paraît même que certains ont vu les Alpes. Belle étape, mais trop de gens. Je reprends la draille et mangerai un peu plus bas. Ici, les arbres gardent en mémoire le sens dans lequel souffle le vent. Et il faut bien le dire, ce lieu n'en manque pas. Au passage, je prends ma dose d'ondes magnétiques. L'heure des nouilles crevettes a sonné. Pour les jouets, c'est piles non fournies. Ici apparemment, c'est légumes non fournis. Je dors mes pieds au soleil. Il fait chaud, mais ce n'est pas grave. J'emmagasine pour ma prochaine nuit. Je ne m'endors pas, mais reste là, inerte. Je laisse mon corps affaler et mon cerveau en veille. J'entends au loin le son mécanique de la départementale et de temps en temps le cliquetis que font les bâtons des randonneurs sur les cailloux, à quelques centimètres de mes oreilles. Puis, je reprends mes esprits et remets la machine en marche. Oh, pas trop vite quand même. Aujourd'hui, la distance est courte, j'ai tout le temps et compte bien le prendre. La station de ski de Prapero fait partie de ces lieux qui marchent à l'envers. Désertée en période douce,
et pleine de vie lorsque le thermomètre tourne autour de 0. Ambiance assez étrange. Les tire-fesses semblent ne pas être à leur place. Comme si un maître nageur venait surveiller les pistes en décembre. Ça fait un bon moment maintenant que j'y pense, et j'ai envie de me laisser tenter. Plus j'y pense, et plus je le veux. Pourtant, j'avais décidé de ne faire aucun achat. Je m'arrête à la maison de l'Égoile, mais ils n'en ont pas. Je reprends donc ma route, un peu frustré. Je souris au passage des vététistes qui me doublent dans la descente. Ils jouent les sportifs, mais finalement, ils ne forcent que dans les montées. Le reste du temps, ils se laissent porter. J'arrive à l'Espérou avec toujours la même obsession. Tout de même, c'est une ville, ils en auront bien. Cette fois, c'est décidé. Après tout, il faut savoir se faire plaisir. Le bâtiment se nomme « Des hommes et de la route ». J'entre. Une femme m'accueille. « Bonjour, vous désirez ?» « Je désire un café. » Dieu qu'il est bon. Il est accompagné de sucre et même d'un petit biscuit. J'ai l'impression que la serveuse a compris ma détresse, mon manque de sucre. Sinon, elle ne m'aurait pas donné 4 morceaux. J'en ai jeté un dans ma tasse et les 3 autres dans mon sac. Mes prochains petits déjeuners auront un goût moins amer. Trop de voitures, trop de motos, trop de gens, trop de bruit. Je décide de ne pas m'attarder et de prendre un peu d'avance sur mon itinéraire de demain. Je repars sur le GR à la recherche d'un endroit calme pour la nuit. J'ai repéré sur la carte un abri à 3,5 km de là. Déception. Voici le fameux abri. Non seulement il est collé à la départementale, mais surtout, il ressemble bien plus à un local à poubelle. Les cadavres de bouteilles en témoignent. Certains doivent même venir y trinquer le samedi soir. Je ne dormirai pas là, c'est sûr. Par contre, je prends ma douche à quelques pas, en contrebas de la route. Et je m'autorise même un cul nu. Mais là, j'ai pas de photo. Alors juste que je remonte propre comme un sous-neuf et reprends mon chemin, une voiture arrive et s'arrête en dérapant devant le fameux abri. 2 jeunes en sortent en hurlant. Sur le coup, je crois qu'ils s'adressent à moi. Je suis déjà loin, mais me retourne et comprends qu'en fait ils se parlent entre eux. La musique qui sort des enceintes de l'auto est si forte qu'ils doivent gueuler pour s'entendre. Je m'éloigne un peu plus, mais continue à les entendre essayer de couvrir la musique plutôt que de baisser le volume. Décidément, j'ai changé de tranche d'âge et ne comprends plus rien à la jeunesse. Je m'éloigne au maximum. Un bon coin perdu loin de la départementale et du bruit fera l'affaire. Je décide de grimper jusqu'au monument Oettinger. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pourrais peut-être y dormir à l'abri. Mes muscles réclament leur pose syndicale et me le font comprendre. Surtout mon mollet gauche et mon talon droit. Enfin, j'arrive au monument. Ou plutôt, devant une grosse stèle. C'est très beau, mais ça ne m'abritera pas beaucoup. Heureusement, juste à côté, il y a une petite clairière orientée plein ouest, ce qui me permettra de profiter du soleil jusqu'au dernier rayonnement. Je fais sécher ma serviette de bain, mais aussi ma tante qui avait pris un peu d'humidité la nuit dernière. Puis, j'attaque mon repas. Ce soir, c'est riz façon paella. En fait, ça a surtout l'odeur d'une mauvaise paella réchauffée les derniers jours de feria. D'ailleurs, je sens à plusieurs reprises et vérifie la date pour être certain qu'elle ne soit pas avariée. En ce qui concerne le goût, passons. Uriner près de l'endroit où l'on dort
est un bon moyen, me semble-t-il, pour éloigner les bêtes. En général, elles fuient l'odeur humaine. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire ça devant l'entrée de la tente. Ça devrait marcher à quelques mètres de distance. Et sur quoi je mets la main en ouvrant mon sac de couchage? Mon plan de route. Apparemment, je ne me suis pas trompé de direction. Je bouquine un peu et m'endors, en espérant passer une bonne nuit. Bien au chaud cette fois. Trop fatigué, je ferai mon calcul de dénivelé demain. Alors que je commence à tomber dans les bras de Morphée, il me semble plutôt entendre ses pieds. Quelque chose marche sur les feuilles. Ça marche, ça gratte, et surtout, ça se rapproche. Je sors le nez hors de la tente, donne quelques coups de flash et vocifère contre l'empêcheur de dormir. Dégage! Laisse-moi dormir tranquille! Va bouffer ailleurs! Le sanglier, finalement plus effrayé que moi, part à travers bois en rouspétant quelque peu. En fait, je m'en rends compte. J'ai plus peur de mes congénères que des sangliers. La nuit fut moins froide, mais je n'ai pas très bien dormi. Et toujours ce rêve au petit matin, les rayons du soleil qui viennent réchauffer la tente. Et me réveille, encore une fois, à l'ombre. Il y a aussi le bourdonnement sourd des insectes. Ceci dit, pour mieux commencer la journée, un bon café sucré. Je range, vérifie n'avoir rien oublié et repars. J'entends les pas d'un animal en contrebas. Si c'est le même que cette nuit, il doit penser que je lui en veux. Les lézards ont tout compris au bonheur. Quel plus grand plaisir que de se dorer au soleil. Les batteries rechargées, je repars d'un bon pas. À 5 km de mon bivouac se trouve un abri au croisement des routes forestières. Encore un petit appartement douillet, avec chauffage intégré, où j'aurais sûrement passé une douce nuit. Malheureusement, ils ne sont jamais là aux bonnes heures. D'après la carte, ici devrait se trouver une mare. Je peux voir, sur la terre craquelée par la sécheresse, des traces de sangliers. Décidément, on doit prendre la même route. Le col des Portes, à 1276 mètres d'altitude. Une fois de plus, la nature est magnifique, de loin, mais aussi de près. Même lorsque le regard porte loin, il ne faut pas oublier de regarder ce que l'on a à nos pieds. J'entre à nouveau dans l'une de ces forêts féeriques qu'offrent les Cévennes. Quelque chose de magique règne dans ces bois. J'ai l'impression d'être dans une œuvre de Tolkien. Un elfe pourrait surgir d'un moment à l'autre. Je remplis ma bouteille à la source de vie. Puis, la forêt des géants résineux. À force de rêvasser, ce qui devait arriver, arriva. Le doute s'installe. Ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de balisage. Je regarde mon plan de route et il dit qu'en effet, le chemin n'est plus indiqué pendant un peu de temps et que même avec la carte, on risque d'être en proie au doute. Et me dit, ça sent le gaz. Mais au sens propre, pas au sens figuré. J'ouvre mon sac et en effet, ça sent le gaz. Le bouton est bien fermé, mais suivant comment je bouge le brûleur, le gaz s'échappe. Je cherche la position adéquate et repars en croisant les doigts. J'ai déjà fait pas mal de routes et ne veux pas faire demi-tour. En bon cévenol, je suis un peu entêté. Que ce soit ou non le bon chemin, ma boussole confirme que je suis dans la bonne direction. J'avance donc pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que j'atteigne un embranchement avec écrit « La Condamine ». Ça y est, je pense savoir sur quel chemin je suis. Je repars donc, direction le col de l'Homme Mort, après un détour de 1,5 km. En marchant, je rassure mon ego. Le chemin de route le disait que c'était trompeur. Et puis c'est peut-être la fuite de gaz qui m'a un peu endormi. Ben oui, faut bien se trouver des excuses. Arrivé près du col de l'Homme Mort, je croise des cavaliers avec de beaux chapeaux de cow-boy. Le shérif, toute moustache dehors, arrache quelques branches au passage et les laisse tomber à l'intersection. On fait comme le petit poussé.
petite pause et double ration. Pâte à la provençale pour l'entrée, que je mangerai froide pour économiser le camping-gaz. C'est pas plus mauvais, ça fait salade de pâtes. Puis, comme j'en avais un paquet en rab, les fameuses nouilles chinoises pour le plat de résistance. En allumant le gaz, une grosse flamme jaillit. Mon avant-bras sent le cochon grillé. Un café et ça repart. Un nouvel abri forestier où je ne dormirai pas ce soir. Dommage. Celui-ci a tout ce qu'il faut. Le coin cuisine et une belle cheminée pour une soirée grillade bien au chaud. Ben non, bien trop tôt. Il faut continuer la route. 2 panneaux, très utiles. Un peu de vue dégagée, puis un peu de descente. La ferme de Recenson. Je croise un berger qui est à la recherche de son chien. J'ai bien vu quelques moutons un peu plus haut, mais pas trace de leur gardien. Il fait chaud, mais les oignons ne manqueront pas d'eau. Je m'allongerai bien sous ces jets, moi aussi. J'entre dans le petit hameau de la Rouvière et profite de la fontaine pour refaire le plein. La végétation a changé et le châtaignier est de retour. Je monte jusqu'au col planté d'une croix, puis direction d'Ourby, où, comme pour annoncer ma venue, le clocher de l'église retentira tout au long de ma descente. Les fortes pluies ont laissé un message en éboulant le chemin. Il y a des saisons plus propices que d'autres pour la randonnée. Mieux vaut éviter les épisodes cévenols. Une vieille habitation de pierre à moins d'1 kilomètre de Dourby me semble l'endroit idéal pour passer une nuit à l'abri. Malgré qu'elle soit totalement vide, des barreaux remplacent portes et fenêtres. Impossible d'entrer. Et des orties, auxquelles je ne manque pas de me piquer, gardent le terrain. Le village en espalier de Dourby, où une maison porte le même nom que la mienne, Loustalé, la petite maison. Petite pause sur la place du village. Un petit coup d'œil sur la carte, et je m'aperçois que si je reste là, j'aurai un dénivelé d'environ 440 mètres à me taper de bon matin et qu'il devrait pleuvoir. Puis, je ne veux pas dormir au camping ou dans le gîte, et encore moins sur la place du village. Il n'est que 17h30 et avec un peu de courage, j'atteindrai l'abri juste après le hameau de Riboriès. Bien sûr, c'est un abri en bord de route, mais j'espère avoir une bonne surprise. Bref, je repars. Pour profiter de la vue sur Dourby et me reposer un peu, je décide de m'asseoir sur un gros bloc de granit.
Et bien sûr, le seul qui ne tient pas. Parfois, je me dis que je suis le Pierre Richard de la marche. Voici les traces de l'âne que j'ai croisé dans la montée. Il était accompagné d'une femme et de sa fille, partis pour 15 jours de balade, de camping en camping. Certains de ces blocs granitiques, taillés par l'érosion, le vent et les intempéries, finiront par devenir du sable. D'autres, taillés par la main de l'homme, deviendront de solides murs d'habitation. Cet abreuvoir à vaches me fait l'effet d'un jacuzzi à la vue imprenable. Mais l'eau est un peu trop fraîche et je ne suis pas encore arrivé à destination. Victoire! Le sommet est atteint. Méruès n'est plus qu'à 14 km. Je fais une descente à bonne allure et franchis les obstacles, tel un cabri. Puis, la déception. L'abri, que j'aperçois au loin, me semble bien peu accueillant et collé à la route. Les haricots déjeunés craquent sous la chaleur du soleil et jouent tels de petits maracas lorsque je les bouge. Lémon, où je remplis ma bouteille au compte-gouttes. Je passe devant un abri non mentionné sur la carte, mais aussi en bord de route, ne prends pas la peine d'y jeter un œil et passe aussi vite devant le second. Je continue donc, en espérant trouver un peu plus loin, un coin à l'abri, éloigné de la route. Et le miracle arrive. Un chalet fermé, mais avec terrasse couverte où je serai à l'abri en cas de grosse pluie. De vieux cabanons crasseux et remplis de bric-à-brac sont disposés autour. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mémoire fait le parallèle avec des images de vieux films d'horreur. C'est vrai que le scénario serait parfait. Un jeune randonneur trouve un vieux cabanon isolé pour se mettre à l'abri, et alors que la nuit tombe, le propriétaire, un consanguin adorant jouer avec sa tronçonneuse, débarque. Je décide tout de même de m'installer sur la terrasse. De toute façon, je suis crevé, j'ai marché 29 km et ne souhaite pas en faire plus. Je profite de la vue et des derniers rayons de soleil. Je n'ai pas la force de me faire à manger, je grignote juste quelques barres de céréales, puis m'effondre. Je n'ai qu'à peine fermé les paupières que des petites pattes marchent sur le toit, sautent sur les branches, puis courent près de la tente. J'ai beau crier, faire du bruit, ces petits lutins s'en fichent pas mal et continuent leur petit jeu. C'est un animal entre le mulot et l'écureuil, des Loirs. En règle générale, quand je vois ce genre de petits peluches, je me dis qu'ils sont mignons, que la nature est vraiment magnifique. Quelle beauté. Mais là, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'ils font? Je vais les... Ces espèces de... Rien à faire. Ils ne s'arrêtent pas et je me vois dans l'obligation de déménager si je veux pouvoir dormir. Je repars dans le noir, lampe frontale sur la tête et tente à moitié pliée dans les mains. Direction l'abri en bord de route. J'y pose ma tente à l'intérieur et m'allonge. Il est tard et pourtant la route est très passante. J'ai l'impression que les véhicules vont rentrer dans l'abri. Puis, c'est le pompon. 2 voitures s'arrêtent à quelques mètres. Apparemment des Anglais bien entamés par l'alcool. Je comprends un mot sur 2, n'ayant que quelques bases d'anglais, et non pas d'anglais bourrés. Je n'ai qu'une peur, que l'un d'entre eux vienne uriner dans l'abri. Ils finissent tout de même par partir, sans avoir soupçonné ma présence. Ayant eu une belle frayeur, je décide de repartir dans les bois. Je remets donc mes chaussures, mon sac sur le dos, ma lampe sur le front, et ma tente en vrac dans les bras. Je finis par trouver un endroit isolé,
loin de toute personne ou animal bruyant. J'ai mal aux pieds. Je suis à bout de force et ne souhaite qu'une chose, dormir. J'ai eu froid bien sûr, mais j'ai réussi à dormir un peu quand même. Il n'a pas plu de la nuit, et chose que je découvrirai lors d'un trek quelque temps plus tard, ma tente est parfaitement étanche, même par grande pluie. Si j'avais su, je me serais évité bien des déboires et me serais installé direct dans un pré. J'enfile ma tenue de pluie avant que les premières gouttes tombent et prends le départ à 7 heures pour ma dernière journée de marche. Plus que 10 km avant Méruès. Arrêt au bord de l'eau, arrosage du visage pour se réveiller un peu plus, puis on repart. J'entre à Saint-Sauveur, et la pluie se met à tomber pour de bon. Le sol devient boue et l'eau finit par s'infiltrer dans mes habits. Puis le vent, de face bien sûr, ramène la pluie sur mon visage. Normalement, j'arrive dans moins de 2 heures. Méruès est là, derrière le brouillard. Et voilà, j'enlève mes vêtements de trempe et rentre chez moi avec quelques idées fixes en tête. Une douche bien chaude, un vrai repas et 2 jours de sommeil. La végétation a changé et le châtaignier est de retour. Je monte jusqu'au col planté d'une croix, puis direction d'Ourby, où, comme pour annoncer ma venue, le clocher de l'église retentira tout au long de ma descente. Les fortes pluies ont laissé un message en éboulant le chemin. Il y a des saisons plus propices que d'autres pour la randonnée. Mieux vaut éviter les épisodes cévenols. Une vieille habitation de pierre à moins d'1 kilomètre de Dourby me semble l'endroit idéal pour passer une nuit à l'abri. Malgré qu'elle soit totalement vide, des barreaux remplacent portes et fenêtres. Impossible d'entrer. Et des orties, auxquelles je ne manque pas de me piquer, gardent le terrain. Le village en espalier de Dourby, où une maison porte le même nom que la mienne, Loustalé, la petite maison. Petite pause sur la place du village. Un petit coup d'œil sur la carte et je m'aperçois que si je reste là, j'aurai un dénivelé d'environ 440 mètres à me taper de bon matin et qu'il devrait pleuvoir. Puis, je ne veux pas dormir au camping ou dans le gîte, et encore moins sur la place du village. Il n'est que 17h30 et avec un peu de courage, j'atteindrai l'abri juste après le hameau de Riboriès. Bien sûr, c'est un abri en bord de route, mais j'espère avoir une bonne surprise. Bref, je repars. Pour profiter de la vue sur Dourby et me reposer un peu, je décide de m'asseoir sur un gros bloc de granit. Et bien sûr, le seul qui ne tient pas. Parfois, je me dis que je suis le Pierre Richard de la marche.
Voici les traces de l'âne que j'ai croisé dans la montée. Il était accompagné d'une femme et de sa fille, partis pour 15 jours de balade, de camping en camping. Certains de ces blocs granitiques, taillés par l'érosion, le vent et les intempéries, finiront par devenir du sable. D'autres, taillés par la main de l'homme, deviendront de solides murs d'habitation. Cet abreuvoir à vaches me fait l'effet d'un jacuzzi à la vue imprenable. Mais l'eau est un peu trop fraîche et je ne suis pas encore arrivé à destination. Victoire! Le sommet est atteint. Méruès n'est plus qu'à 14 km. Je fais une descente à bonne allure et franchis les obstacles, tel un cabri. Puis, la déception. L'abri, que j'aperçois au loin, me semble bien peu accueillant et collé à la route. Les haricots déjeunés craquent sous la chaleur du soleil et jouent tels de petits maracas lorsque je les bouge. Léman, où je remplis ma bouteille au compte-gouttes. Je passe devant un abri non mentionné sur la carte, mais aussi en bord de route, ne prends pas la peine d'y jeter un œil et passe aussi vite devant le second. Je continue donc, en espérant trouver un peu plus loin, un coin à l'abri, éloigné de la route. Et le miracle arrive. Un chalet fermé, mais avec terrasse couverte où je serai à l'abri en cas de grosse pluie. De vieux cabanons crasseux et remplis de bric-à-brac sont disposés autour. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mémoire fait le parallèle avec des images de vieux films d'horreur. C'est vrai que le scénario serait parfait. Un jeune randonneur trouve un vieux cabanon isolé pour se mettre à l'abri, et alors que la nuit tombe, le propriétaire, un consanguin adorant jouer avec sa tronçonneuse, débarque. Je décide tout de même de m'installer sur la terrasse. De toute façon, je suis crevé, j'ai marché 29 km et ne souhaite pas en faire plus. Je profite de la vue et des derniers rayons de soleil. Je n'ai pas la force de me faire à manger, je grignote juste quelques barres de céréales, puis m'effondre. Je n'ai qu'à peine fermé les paupières que des petites pattes marchent sur le toit, sautent sur les branches, puis courent près de la tente. J'ai beau crier, faire du bruit, ces petits lutins s'en fichent pas mal et continuent leur petit jeu. C'est un animal entre le mulot et l'écureuil. Des Loirs. En règle générale, quand je vois ce genre de petits peluches, je me dis qu'ils sont mignons, que la nature est vraiment magnifique. Quelle beauté. Mais là, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'ils font? Je vais les... Ces espèces de... Rien à faire. Ils ne s'arrêtent pas et je me vois dans l'obligation de déménager si je veux pouvoir dormir. Je repars dans le noir, lampe frontale sur la tête et tente à moitié pliée dans les mains. Direction l'abri en bord de route. J'y pose ma tente à l'intérieur et m'allonge. Il est tard et pourtant la route est très passante. J'ai l'impression que les véhicules vont rentrer dans l'abri. Puis, c'est le pompon. 2 voitures s'arrêtent à quelques mètres, apparemment des Anglais bien entamés par l'alcool. Je comprends un mot sur 2, n'ayant que quelques bases d'anglais et non pas d'anglais bourrés. Je n'ai qu'une peur, que l'un d'entre eux vienne uriner dans l'abri. Ils finissent tout de même par partir sans avoir soupçonné ma présence. Ayant eu une belle frayeur, je décide de repartir dans les bois. Je remets donc mes chaussures, mon sac sur le dos, ma lampe sur le front et ma tente en vrac dans les bras. Je finis par trouver un endroit isolé, loin de toute personne ou animal bruyant. J'ai mal aux pieds. Je suis à bout de force et ne souhaite qu'une chose, dormir. J'ai eu froid bien sûr, mais j'ai réussi à dormir un peu quand même.
Il n'a pas plu de la nuit, et chose que je découvrirai lors d'un trek quelque temps plus tard, ma tente est parfaitement étanche, même par grande pluie. Si j'avais su, je me serais évité bien des déboires et me serais installé direct dans un pré. J'enfile ma tenue de pluie avant que les premières gouttes tombent et prends le départ à 7 heures pour ma dernière journée de marche. Plus que 10 km avant Méruès. Arrêt au bord de l'eau, arrosage du visage pour se réveiller un peu plus, puis on repart. J'entre à Saint-Sauveur, et la pluie se met à tomber pour de bon. Le sol devient boue et l'eau finit par s'infiltrer dans mes habits. Puis le vent, de face bien sûr, ramène la pluie sur mon visage. Normalement, j'arrive dans moins de 2 heures. Méruès est là, derrière le brouillard. Et voilà, j'enlève mes vêtements trempes et rentre chez moi avec quelques idées fixes en tête. Une douche bien chaude, un vrai repas et 2 jours de sommeil.